Pastel FM. Vous êtes sur Pastel FM 99.4. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Shibani, une émission préparée et animée par la coopérative Shibani. La coopérative Shibani, c'est une association qui accompagne les personnes âgées isolées et qui est basée à Roubaix et plus précisément à la maison des associations 24 Place de la Liberté. Nous remercions Pastel FM de nous accorder ce créneau hebdomadaire et merci à Farouk qui est à la technique. On remercie également la Fondation pour le logement des défavorisés pour son soutien et son engagement auprès des habitants. Alors moi c'est Khadija, je suis coordinatrice de projet à l'association Shibani et à mes heures perdues animatrice radio. Aujourd'hui, alors on reçoit Arlette Idlé. Arlette Idlé, c'est la deuxième fois qu'elle intervient dans notre émission Shibani. Arlette, elle était intervenue déjà l'année dernière, il me semble, sur la maladie d'Alzheimer. Et elle revient aujourd'hui nous parler de la maladie de Parkinson. Arlette est psychologue clinicienne. Elle a un parcours très très riche, elle m'en parlait un peu en off juste avant le début de l'émission. Et là, vraiment, on va profiter de son expérience en tant que bénévole à l'association des aidants et malades à Cordes-Lévy. Bonjour Arlette. Bonjour Khadija. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Alors la maladie de Parkinson touche plus de 270 000 malades en France. Tu me disais juste auparavant que c'est la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Arlette, je vais juste te demander de présenter brièvement ton association, donc qui s'appelle A2MCL, Association des aidants à malades malades à Cordes-Lévy. Et puis nous dire un petit peu ce que tu fais au sein de l'asso. D'accord. Alors, à la 2MCL, c'est-à-dire les aidants de la maladie à Cordes-Lévy, qui est une maladie qui n'est pas très connue et qui mime à la fois la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, eh bien, les bénévoles comme moi, nous essayons de faire connaître la maladie et puis d'accompagner les personnes aidantes des malades et puis de donner des informations, s'arranger pour organiser des manifestations où on pourra bien rencontrer le plus de personnes possible et puis aussi bien récolter des fonds pour la recherche parce que c'est une maladie à la fois qui n'est pas connue et puis qui est, diagnostiquée tardivement. Bien souvent, les malades sont diagnostiqués parkinsoniens et puis on s'aperçoit que, non, c'est pas un Parkinson. Et il y a eu vraiment du temps perdu pour soigner effectivement la maladie à Cordes-Lévy. Et ça, c'est bien dommage. Notre marraine, Catherine Laborde, qui présentait la météo à la télé, est décédée l'an dernier. Elle nous a beaucoup aidés dans notre travail. Et puis, d'autres Parkinsoniens célèbres, en fait, avaient la maladie à Cordes-Lévy. Je donne l'exemple de mon père. Mon père n'a jamais voulu n'a jamais voulu être soigné, n'a jamais voulu aller voir un neurologue. Mais moi, je savais qu'il avait la maladie de Parkinson, donc j'ai pu demander des médicaments, on va dire, qu'il ne prenait pas d'ailleurs. Mais en fait, c'est seulement après son décès que je me suis rendu compte que c'était une maladie à Cordes-Lévy. Mais en 1999, on ne parlait pas encore de cette maladie. D'accord. Et donc, c'est important de bien la connaître, quoi. D'accord. Je rappelle, et on rappellera cette information tout au long de l'émission, que tu fais une permanence chaque troisième lundi du mois de 14h à 17h à la Maison des associations de Roubaix et qu'on peut venir te contacter directement là-bas. On peut avoir le numéro de téléphone, on peut avoir tes contacts. Je trouve que c'est très très important parce que dans la précédente émission, et puis on va attaquer sur la maladie de Parkinson, mais dans la précédente émission, une erreur de diagnostic on avait vu qu'une erreur de diagnostic pouvait avoir des incidences sur le traitement. Et si une maladie est mal diagnostiquée, le traitement peut aggraver les symptômes. Tout à fait. C'est très très important de s'informer. Oui. Donc j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à prendre contact avec toi, à discuter de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie à Cordes-Lévy, et vraiment de s'informer sur ces questions-là. Alors on va rentrer dans le vif du sujet.
La maladie de Parkinson, c'est quoi exactement ? Alors, la maladie de Parkinson, en fait, c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée. C'est-à-dire, on peut passer vraiment à côté et on va juste remarquer que la personne devient un petit peu, elle se déplace plus difficilement. Ou alors, si je te dis, est-ce que tu connais des personnes qui ont la maladie de Parkinson ? Tu vas me dire, oui. Ils tremblent. Ils tremblent, voilà. C'est le premier symptôme auquel on pense. On pense à ça tout de suite. Quelqu'un qui tremble, puis quelqu'un de plutôt âgé qui tremble, plus souvent un homme. Et puis, mais il y a des femmes aussi, évidemment. Hein. Donc la maladie de Parkinson, elle se repère assez facilement, soit par le tremblement, mais ça n'est absolument pas obligatoire. Il y a j'allais dire autant de formes de maladie de Parkinson qu'il y a de personnes, quoi. Mais on va observer un ralentissement et en fait un rétrécissement des mouvements. La personne devient rigide, les mouvements sont moins amples, et puis il va y avoir des chutes de plus en plus fréquentes. Des chutes, et puis il peut y avoir aussi des petits problèmes de mémoire, mais ça n'est pas la maladie d'Alzheimer. Il peut y avoir aussi d'autres signes, mais à ce moment-là, la maladie est déjà installée depuis 10-15 ans. Mais grosso modo, la maladie de Parkinson, c'est cette maladie neurodégénérative. Neuro, ça veut dire qu'il se passe dans le cerveau. Dégénérative, ça veut dire ça va pas aller en s'améliorant. Voilà. Qui se manifeste par une rigidité et puis une instabilité posturale. Ça veut dire que la personne, lorsqu'elle est debout, elle va avoir l'impression qu'elle va tomber, ou alors elle chute vraiment. D'accord. Donc c'est les principaux signes. D'accord. Alors est-ce qu'on peut parler plus précisément des différents symptômes ? On a tous dans notre entourage une personne âgée. À quel moment on doit s'inquiéter ? À quel moment on doit se dire ça ressemble à une maladie de Parkinson, il faudrait peut-être qu'on aille voir le médecin. Tu m'as dit en off que tu avais répertorié près de 16 symptômes. 16 signes. Alors on va essayer de 16 signes, on va essayer de prendre des notes, mais vraiment les symptômes les plus redondants et les plus vraiment qui nous font évoquer la maladie de Parkinson. Alors, il faut avoir, comme on dit, la puce à l'oreille si on est constipé. Non, donc les signes, ce sont des signes très précoces dont je te parle. Hein. D'accord. Donc, la constipation, c'est un des tout premiers symptômes dans les 3/4 des cas, donc 75% des cas. Et puis, donc ça ne veut pas dire non plus que si on est constipé, on est en train de développer la maladie de Parkinson, mais c'est un des 16 signes dont je te parlais. Le deuxième signe, ça va être le tremblement. Alors le tremblement, c'est quelque chose de très subtil. Ça va être un tremblement au repos. Je précise au repos. Parce que si ce tremblement, il y a d'autres maladies qui vont se manifester aussi par un tremblement, qu'on va appeler par exemple le tremblement essentiel. Mais au repos, on va voir le pouce qui se met à trembloter d'un seul côté du corps. Le pouce va trembloter, puis la main. Et puis par contre, dans le mouvement, il ne va pas y avoir de tremblement. Tout ça, ça se passe que d'un côté. Et donc, si on observe au repos et qu'on voit que le pouce, où il y a des mouvements un petit peu désordonnés, de l'avant-bras, etc., d'un seul côté, c'est un signe précoce. Il peut y avoir aussi, ces tremblements, ils peuvent se produire aussi autour de la bouche, du menton. Et donc, ce tremblement peut exister, mais une fois sur 4, il n'y en a pas. Une fois sur 4, il n'y a pas de tremblement au début, ce qui fait que, on va mettre du temps pour déceler ça, pour déceler la maladie. Il peut y avoir une baisse ou une perte de l'odorat et un changement du goût. Alors ça, c'est la perte d'odorat. On va la trouver dans la maladie de Parkinson, mais on va la retrouver aussi dans d'autres maladies. Je me souviens, mon père, qui avait donc cette maladie, j'allais le voir un dimanche, et avant de partir, je lui disais, mets des pommes de terre à chauffer dans l'eau, le temps que je fasse la route, elles seront cuites, et on pourra commencer à manger. Bon, évidemment, pas que des pommes de terre, mais j'ouvrais la porte, et il y avait une fumée dans l'appartement,
Et mon père regardait la télé, je lui disais, mais la casserole est carbonisée, qu'est-ce qui se passe? Tu sens pas? Il disait, non, je ne sens pas. Mais bon, je me disais, c'est quelqu'un qui a pas beaucoup d'odorat. Il y a aussi des problèmes de vessie, un début d'incontinence. Alors un besoin impérieux d'aller aux toilettes, mais à ne pas confondre avec des problèmes de prostate par exemple. Des troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, là, ça précède souvent le diagnostic pendant de pas mal d'années, quoi. D'accord. Ça précède. Ces insomnies se traduisent par des nuits agitées. La personne donne des coups de poing à son voisin. Elle est vraiment très très agitée. Et puis il y a aussi ce début d'incontinence pendant les troubles du sommeil. Alors c'est pas non plus parce qu'on dort mal qu'on va développer cette maladie. Encore une fois. Un autre signe qui n'est pas le moindre, ce sont des douleurs. Les douleurs de type les crampes. Les crampes dans les muscles, c'est extrêmement douloureux. C'est une maladie qui fait mal. On en souffre. Quelquefois on dit est-ce que c'est une maladie mortelle? On va dire non, on ne meurt pas de la maladie de Parkinson, mais par contre on souffre à en mourir. C'est une maladie qui est vraiment qui fait mal. Donc ces douleurs dans toutes les articulations. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle un syndrome des jambes sans repos. Les jambes la personne est allongée et puis elle a les jambes qui bougent. Les douleurs, il ne faut pas les confondre aussi avec des douleurs d'arthrose ou des douleurs rhumatismales. Un autre signe, ça peut être l'hypersudation. La personne transpire, mais vraiment sans faire d'effort, quoi. Sans faire d'effort, sans bouger. Elle peut avoir une peau grasse, une peau huileuse. C'est aussi un signe. Et il peut y avoir aussi une explosion de pellicules. Il y a quelqu'un qui me disait, mon père, mais c'est dingue. Comme ça, d'un seul coup, il a commencé à avoir des pellicules, mais franchement, secouer la tête, et il avait une pluie de pellicules. Et donc, c'est aussi, encore une fois, un des petits signes précoces. Il peut y avoir une hypersalivation. Alors l'hypersalivation, c'est très 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 gênant. Ça arrive aussi chez les femmes enceintes, quelquefois. C'est vrai. En tout cas, c'est juste horrible. Moi aussi, je me souviens sur le boulevard entre Roubaix et Lille, à tous les feux, j'ouvrais la portière pour cracher parce que les mouchoirs ne suffisaient plus. Mais donc, l'hypersalivation, ça concerne vraiment cette maladie. Et puis, il peut y avoir de la bave qui s'écoule. D'ailleurs, il y a 32 siècles, la maladie de Parkinson s'appelait la maladie du roi qui bave. Ah, d'accord. Donc c'était vraiment un synonyme lié. Oui. Et c'est quoi? C'est de la mousse blanche ou de la bave? Non, c'est vraiment de la bave. Okay. De la bave. Donc ça, en fait, ce qui se passe, c'est que cette maladie, elle va toucher les muscles de la déglutition, les muscles qui nous permettent d'avaler. Et donc on va voir après tous les exercices qu'on peut faire justement pour prévenir ça. Mais donc d'un seul coup, il y a la personne qui a son mouchoir en permanence, qui s'essuie le coin de la bouche. C'est aussi un des signes, encore une fois, de problèmes de déglutition. Un autre signe, c'est le changement dans la voix. Ça c'est très caractéristique. La personne va parler de plus en plus bas. C'est-à-dire qu'elle parle vraiment comme ça. On lui dit, mais articule, on t'entend pas, parle plus fort. Et la personne, elle a l'impression de parler fort. Mais un changement dans la voix, ce changement, il est tellement perceptible qu'il y a une entreprise anglaise qui dit qu'elle peut déceler les personnes qui vont avoir un Parkinson uniquement quand on les appelle. Ah, ok. Au téléphone. Le ton est monotone. La personne va parler vraiment, tu sais, sans inflexion, sans rythme, etc. Ça va être comme un prof qui fait son cours et on s'endort, qui parle comme ça. Le ton est monotone. Et puis la personne commence à avoir des difficultés d'articuler. Un autre signe, c'est celui
de la diminution des expressions du visage. Autrement dit, on va vraiment avoir l'impression d'un visage figé, un visage où il n'y a plus d'expression des émotions, que ce soit la joie, la tristesse, la surprise. Le visage est figé, le regard est fixe, les paupières ne clignotent plus. Et moi, j'avais repéré ça chez mon père. Quand mon père souriait, parce qu'on lui demandait de sourire pour une photo, par exemple, eh bien, la bouche était crispée. La bouche était élargie, comme pour faire un sourire, mais crispée. Et donc, ce signe-là, par contre, il est repérable si on prend des photos. Maintenant, on prend tellement de photos avec le téléphone. Donc ça, on peut le voir très vite. Avant, évidemment, on faisait développer. Mais il faut bien distinguer ce sourire-là, un sourire spontané, j'allais dire un rire spontané, d'un sourire social. Si on raconte une blague à une personne parkinsonienne, elle va éclater de rire. On va voir, elle va sourire, etc. Mais si on lui dit « souris pour la photo », là, c'est pas possible. Quand c'est commandé, on va dire, là, ça devient plus crispé. Le problème, c'est que ces deux sourires-là sont provoqués par deux zones différentes du cerveau. Et il y a une zone qui est intacte, celle qui fait qu'on va sourire spontanément. Et puis l'autre, du sourire social, je dis social, tu sais, le sourire faux construit. Ok. Oh, tu as eu ton examen, tu n'as pas révisé et moi je l'ai pas alors que j'ai travaillé comme une dague. Oh, je suis contente pour toi. Tu vois, le sourire un petit peu forcé. Et donc ça c'est assez intéressant. Cette impossibilité de sourire sur commande. Et si tu veux, je regarde beaucoup. J'aime bien regarder en coupant le son. J'aime bien regarder la télé et regarder les hommes politiques. Eh bien, j'avais vu ça sur des présidents américains. Comment, en vieillissant, le sourire est totalement crispé. Et puis aussi chez des politiques français, c'est une grimace. Ce n'est plus un sourire, c'est une grimace. Un autre signe, ça, il est très facile à repérer, c'est les troubles, les problèmes de la marche. La personne parkinsonienne, elle va commencer à traîner des pieds chez elle. On va dire, oh, elle traîne pas les pieds. Et puis, donc, les pieds glissent, les pantoufles glissent sur le sol, les pieds sont plus levés. Et puis, si la personne marche dans la rue, elle marche à tout petits pas. Vraiment des tout petits pas. Et ça, oh là là, quand je traverse la gare, les différentes gares, je vois des gens, j'observe et je me dis, oh là, cette personne qui marche à tout petits pas. Alors non seulement c'est marcher à tout petits pas, mais il y a un truc qui s'appelle le freezing. Tu sais, Mr. Freeze, ça veut dire comme on devient gelé sur place. La personne est gelée sur place, elle peut plus bouger. Donc elle marche à petits pas et puis à un moment elle s'arrête. Ouais, j'ai déjà observé ça dans la rue. Un exemple très récent dans la braderie de Lille. Donc il y avait un monde fou là, les gens c'était compact et je marchais derrière un couple d'Anglais et puis j'avoue je faisais un petit peu d'espionnage, j'écoutais ce qu'ils disaient et puis d'un seul coup le monsieur s'arrête. Juste devant moi, j'ai failli rentrer dedans et sa femme lui dit avance. Et donc et puis la personne ne marchait pas, n'arrivait plus à avancer. Donc je demande à son épouse, le monsieur, la maladie de Parkinson, elle dit oui. Et donc je vais à côté du monsieur, puis je lui dis allez, on va imaginer qu'on est au fond de la piscine, on va donner un grand coup de pied et puis on va se pencher en avant et puis repartir. Et puis là, la personne est repartie, mais elle est repartie avec un autre trouble de la marche que l'on peut remarquer, c'est la personne, elle a de la difficulté pour commencer à marcher, et puis d'un seul coup, elle va démarrer comme une bombe, avec un petit pas penché en avant. On se dit, mais elle va finir par tomber, quoi. Oui. Et donc, ça porte des noms, freezing, festing, enfin bref, ça n'a pas d'importance. Mais ces troubles de la marche, on peut vraiment les observer très, très vite. Très, très vite. Je me souviens d'avoir dit à quelqu'un de ma famille, ton mari n'aurait pas la maladie de Parkinson. Et puis on n'en parlait pas. Et des années après, ça s'est déclaré. Oui. Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut faire vite. Oui, il faut être au courant, il faut s'informer. Voilà. Oui.
Alors il y a autre chose, c'est dans la marche, il y a ce qu'on appelle la perte du ballant. Alors la perte du ballant, du verbe comme balancer, comme balancer. On s'en rend pas compte, mais quand on marche, nos bras bougent. Ouais. Même s'ils bougent pas beaucoup, ils bougent. On s'en rend pas compte vraiment. Mais dans la maladie de Parkinson, les bras restent collés au corps. Voilà, ils balancent plus. Donc ça fait vraiment une marche très typique. La personne est debout, elle marche à petits pas et ses bras ne bougent pas. Ils balancent pas d'avant en arrière. Ou s'ils balancent, c'est vraiment très 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 peu. Donc il y a la perte de ce balancement naturel, on va dire. Les bras restent collés au corps. Un autre signe, c'est la micrographie. Alors la micrographie, ça veut dire qu'on va écrire de plus en plus petit. Mais vraiment, c'est fou. Mon père écrivait pas grand. Mais là, ça a commencé à devenir... Pour montrer aux étudiants ou en formation, montrer ce qu'est vraiment la micrographie, j'ai pris une lettre écrite par mon père et j'ai posé un timbre à côté. Dans le timbre, il y avait au moins 10 lignes. Un timbre, un simple timbre. Puis il faut prendre une loupe pour regarder. Et ça, c'est dû au fait que le bras devient de plus en plus rigide. Ouais. Et c'est compliqué. Donc tu vois déjà les exercices à faire, continuer à écrire, etc. Donc cette écriture qui devient de plus en plus petite, ça c'est vraiment un signe précurseur. On arrive au 15e, avant-dernier signe. Eh bien, ça va être une dépression inexpliquée. La personne, déjà le visage est figé. Alors le visage est figé, mais il est figé dans une expression triste. Il y a toute la misère du monde sur ce visage. Et alors qu'elle peut ne pas du tout être triste, c'est l'expression qui est comme ça. Mais là-dessus peut aussi se brancher une dépression, et tout ça c'est dû au changement qu'il y a dans le cerveau. Cette dépression. Alors, inexpliquée, ça veut dire il n'y a rien eu dans sa vie, il n'y a pas eu un événement qui pourrait dire oui, c'est normal, il y a des tristesses vraiment qui s'installent et puis qui évoluent en dépression. Mais là, il n'y a pas d'explication. La tristesse, et il y a un Parkinsonien sur 2 quand même qui souffre de dépression. Et donc, quand la personne vit en famille, c'est lourd pour tout le monde. La dépression est beaucoup d'anxiété. En fait, la personne, elle s'aperçoit des changements. Quelquefois, elle n'en parle pas, mais elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Que, par exemple, si c'est un sportif, je pense à des sportifs comme... je pense que c'est Michel Bernard ou Michel Jazzy, les anciens connaissent. Donc des gens qui ont eu des records du monde en course, et puis qui marchent de plus en plus difficilement, qui se rendent compte, qui vont essayer de donner le change. Ils vont essayer de vraiment le cacher. Ils vont trouver toutes les bonnes raisons pour dire « Ah oui, mais ceci, mais cela, je peux pas. Mais je vais pas venir, non. » Et puis en fait, il y a énormément d'anxiété, et ça peut aller jusqu'aux attaques de panique. C'est-à-dire une attaque de panique, c'est une personne une crise d'angoisse. Voilà, exactement, c'est une crise d'angoisse. Quand il y a des crises d'angoisse, il y a vraiment moyen de stopper ça très très vite. Il y a plein de tips. Et enfin, on arrive au dernier signe, c'est une grande fatigue. La personne vraiment somnole elle fait la sieste, elle se réveille pas de sa sieste, elle a des attaques de sommeil d'un seul coup, il faut que j'aille me reposer, et tout ça parce que cette maladie, elle va toucher dans le cerveau des zones qui sont responsables du sommeil. Alors, si on fait un petit peu un bilan, bien sûr, personne ne va manifester ces 16 signes. Et il y en a beaucoup qui font partie de la vie de n'importe qui.
mais c'est l'accumulation qui fait que on doit se dire, quand on voit par exemple, moi je dirais, on retient la marche et on retient le visage crispé, figé, crispé, oui. Et puis, alors les douleurs, on peut se dire, c'est c'est l'arthrose, c'est la vieillesse, oui. Il y a un signe, j'en ai pas parlé, mais bon, on est entre nous. Il y a un signe qui est aussi l'hypersexualité. D'accord. C'est-à-dire une personne qui a une vie sexuelle normale, d'un seul coup, a une vie sexuelle débridée. Et ça peut être un signe de la maladie de Parkinson. Ouais, c'est un signe. Alors tu vois t'imagines dans les EHPAD. Ah ouais. Dans les EHPAD, il y a des braves pères de famille, etc., qui vont avoir des gestes déplacés, un langage déplacé. Et tu vois la famille qui arrive. Qui comprend rien. On leur dit pas, on va pas dire. Ah, d'accord. Je me souviens d'une dame qui disait, ça va mon papounet? Et je disais, oui, ça va très bien. Et je pouvais pas lui dire, ton papounet, il se balade le pantalon sur les chevilles ou sans pantalon, et puis voilà, il s'expose partout. Et puis ça peut être, vous imaginez, si la personne est retraitée et que le conjoint continue de travailler, une personne me disait, je suis obligée d'enfermer mon mari. À la maison. Sinon, il sort, il agresse les femmes. Mais c'est très, très important de le dire, oui, ce signe-là, parce que t'imagines, ça peut être... exactement. Voilà, ça peut être très, très mal interprété. Exactement. Alors qu'il peut y avoir une explication médicale, en fait. Exactement. Exactement. Dans l'EHPAD, il y a des aides-soignantes qui, lorsqu'elles font les transmissions pour l'équipe qui va arriver après, disent oui, monsieur machin, quel pervers, quel vieux dégoûtant, etc. Et je disais mais non. C'est dû à ce sa monsieur, maladie. il a eu une vie exemplaire, je veux dire, et puis c'est l'expression de sa maladie. Alors il disait qu'est-ce qu'on doit dire alors? Tu dis, il a eu, monsieur était d'humeur printanière. D'humeur printanière aujourd'hui. D'accord. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, Arlette. Je pense que c'est très important. On a pris le temps de répertorier ces signes. Je pense que c'est très important pour les auditeurs et les auditrices de les entendre, de les écouter, parce qu'on se disait, mais ces signes, c'est énorme. Non, il faut les dire, et surtout le dernier aussi, parce que il est super important. On a vu dans un premier temps les 16 signes, dont un tout à la fin. Voilà, il y a une personne âgée dans mon entourage qui présente 2, 3, 4 de ces symptômes, de ces signes. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la marche à suivre? Alors, la première chose à faire, c'est d'aller voir son médecin. Et le médecin va juste observer la personne qui est devant elle. Elle va voir si elle tremble ou si elle ne tremble pas, si elle est rigide. Et puis, il va faire quelques tests sur elle. Un test qu'on appelle, par exemple, la roue dentée. C'est-à-dire, on va voir qu'il va y avoir des mouvements saccadés, etc. Donc, il va faire un petit test. Et puis, pour confirmer, il va envoyer chez un neurologue. Mais je veux dire, c'est une maladie, il n'y a pas besoin d'aller faire des IRM ou des choses comme ça. Le diagnostic, il est relativement simple. D'accord. Mais on peut aussi faire un diagnostic qui va s'avérer être faux quelques années plus tard parce qu'on va voir que les médicaments ne fonctionnent pas. Et là, à ce moment-là, on pensera par exemple à une maladie à corps de Lévy. D'accord. Et surtout s'il y a des grands changements, des fluctuations, etc. Mais au départ, on peut c'est très simple de poser le symptôme. D'accord. Et quels sont les facteurs de risque? C'est quoi les causes? La maladie est relativement bien connue. Il y a plusieurs causes. Alors, on va dire une première cause qui serait génétique, mais là, non. Il faut pas le facteur génétique est très rare, Alors, il y a quand même des familles où il y a, j'allais dire, des Parkinson, les hommes parkinsoniens de génération en génération. Oui, mais par exemple, ce sont des agriculteurs. Donc on connaît le danger des pesticides.
Donc c'est aussi là c'est pas un facteur génétique, c'est un facteur environnemental. Dans notre environnement, eh bien les polluants, etc., en particulier les pesticides, font que la maladie de Parkinson va se développer plus, par exemple chez les agriculteurs à cause de encore une fois ces pesticides, ou alors l'exposition aux métaux, aux poussières de métaux. Mon père était chromeur, nickeleur. On vivait dans de la poussière d'aluminium, de nickel, etc. Je suis pas du tout étonnée qu'il ait développé cette maladie, par exemple. Donc il y a des facteurs, je disais, environnementaux, l'exposition aux solvants aussi. Si on consomme l'eau des puits, l'hygiène buccale, l'hygiène dentaire, il y a des bactéries de la bouche qu'on va retrouver dans le cerveau, mais on les retrouve aussi dans la maladie d'Alzheimer. Et donc on va parler des facteurs génétiques, donc les facteurs liés à l'environnement, des causes liées à l'environnement. Bon, on ne sait pas tout à fait le coin, mais par exemple, il y a un Parkinson spécial aux Caraïbes, en Guadeloupe et en Martinique. D'accord. Il y a un Parkinson qui touche 34% de plus qu'en France. Wow. Qui touche tout ça parce qu'il y a eu ce pesticide, la chlordécone, pour faire pousser les bananes, etc. Donc les sols sont imbibés, les sources, etc. C'est juste monstrueux. Il y a des études qui sont faites avec des professeurs au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre qui étudient cette maladie. Donc le facteur environnemental, la cause environnementale. Et puis il y a aussi une cause psychologique. Alors, la cause psychologique, on en a déjà parlé un petit peu. On a dit la dépression. Alors, la dépression, en fait, c'est une porte d'entrée pour plein de maladies. Maladie d'Alzheimer et maladie de Parkinson. Donc, il faut vraiment tenir compte de ces facteurs psychologiques, l'isolement par exemple, et puis il y a d'autres facteurs. Je vais pas dire que c'est la nourriture qui est en cause, c'est l'addition de tous ces petits facteurs-là qui fait que on a plus de chances de développer cette maladie. Il y a différentes phases dans la maladie. Il y a il faut savoir que elle évolue sur 15-20 ans, voire plus. Donc encore une fois, on ne meurt pas de la maladie de Parkinson, mais on peut être terriblement, terriblement handicapé. Donc il y a différentes phases. On sait qu'elle est incurable, mais on peut encore avoir une qualité de vie. Au tout début, donc il y a dans les premiers stades, on voit un tremblement d'un seul côté. C'est pas handicapant. En fait, la maladie, on peut très bien continuer à travailler avec une maladie de Parkinson. Oui, parce que j'ai vu que le diagnostic, l'âge moyen de diagnostic est de 58 ans. Et de 58 ans, oui. les personnes ne sont pas, sont encore en situation de travail, ils sont pas encore en retraite. Oui. Donc on peut, comme tu le dis, continuer à travailler avec, même si cette maladie est déclarée. Oui. D'accord. Oui. J'étais dans un EHPAD à Lincelles et il y avait un petit forum justement. Il y avait une journée porte ouverte pour l'EHPAD et puis il y avait un forum où il y avait des Parkinsoniens, etc. Et j'étais à côté d'une dame qui me dit, moi ça fait 5 ans que j'ai la maladie de Parkinson. Personne n'aurait pu dire. Non, ça se voyait absolument pas. Ça ne se voyait absolument pas. Elle disait, je fais tout pour que ça ne se voit pas. Elle dit, pourtant il y a des matins, je m'assois, je veux sortir du lit et c'est difficile de me lever. Tu sais, j'ai un cousin, il y a des années de ça, qui m'a dit, t'es psychologue toi? Alors je dis, oui, il dit, je deviens fou. Alors je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Il dit, je vis avec un ami imaginaire. Alors je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Il dit, écoute, ça tape sur mon épaule, je sens que ça tape sur mon épaule, je regarde et il n'y a personne. Donc en fait, il ressent des coups sur l'épaule, des tapotements, mais ça vient de l'intérieur, ça vient pas de l'extérieur. Ah, d'accord. Okay. Et donc il y a des personnes qui peuvent se dire, qu'est-ce qui se passe? Je deviens fou.
Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je deviens fou. Et là, je lui ai dit, va faire des examens. Et en effet, il a été diagnostiqué parkinsonien. Donc ça, c'est une hallucination kinesthésique, comme on dit. Il y a des hallucinations visuelles. Mm-hmm. Et au niveau du toucher, oui, une autre dame, elle était en EHPAD et tout le monde me disait va voir la dame, elle dit qu'on lui envoie des chocs électriques, etc. Donc je vais voir la dame, je dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit il y a quelqu'un qui m'envoie des chocs électriques dans les jambes, il y a personne qui veut me croire, il y a quelqu'un dans la pièce d'à côté qui m'envoie des chocs électriques dans les jambes, il y a personne qui veut me croire. Alors je lui dis moi je vous crois. Là elle me dit vous foutez de moi? Alors je dis non, je me moque pas de vous. Je crois que vous sentez des chocs électriques dans les jambes. Mais qui s'explique. Par contre, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un derrière le mur, qui a une machine qui va traverser le mur et qui va vous envoyer ça. Et donc je suis allée dans mon bureau, je suis allée chercher un article et je lui ai fait lire. Donc elle savait qu'elle avait la maladie de Parkinson et je lui ai fait lire. Et là, elle dit ah ben oui, l'article c'était dans la maladie de Parkinson, entre 45 et 75% des personnes malades vont avoir des hallucinations. D'accord. Et j'ai dit ça s'appelle une hallucination, ce que vous avez. Ah oui. C'est fou parce que quand on est au courant, du coup, en fait, il y a plein de choses qui rassurent, quoi. Enfin, oui. Le fait d'être informé, ça rassure. Oui, tout à fait. Et de se dire qu'il y a une explication tout à fait rationnelle derrière. Parce que je pense qu'il y a des familles qui vont peut-être consulter à droite à gauche en se disant il faut il y a papy qui est possédé ou tu vois, qui des devient trucs. Fou. Ah oui. Oui. D'où l'importance de rester informé. Donc on a dit il y a dans les plusieurs premiers phases stades, dans les premiers stades, la main tremble. Ouais. Et puis, mais ça ne touche qu'un côté. D'accord. Ensuite, ça va évoluer, pas seulement la main, mais tout le membre. Et puis ça peut encore être d'un seul côté. Et puis il va y avoir une période qu'on va appeler la période de la lune de miel. La lune de miel, c'est-à-dire la personne, elle vit, elle a son médicament. On connaît le mécanisme, hein. On sait que dans cette maladie, il va manquer de dopamine dans le cerveau. Et donc on va donner quoi ? On va donner un médicament qui imite la dopamine ou qui va faire que le cerveau va sécréter de la dopamine, etc. ou bloquer ce qui gêne la production de dopamine. Bon, si c'est pas clair, ça n'a pas d'importance. Ici, il faut se dire qu'on peut vivre franchement avec traitement de la dépression, kiné, etc. On va voir. Et donc, la personne va vivre vraiment très longtemps dans cette période dite lune de miel. Et puis, il va y avoir une période dite on-off, comme les appareils électriques. Tu mets sur on, ça marche, tu mets sur off, ça marche pas. Et pendant cette période-là, la personne va vraiment subir des hauts et des bas. Il y a des moments où ça va aller, elle va pouvoir bouger, parler en famille, etc. Et puis des moments où vraiment elle est complètement éteinte. Voilà, c'est vraiment on-off. Et puis, donc j'avais parlé d'un côté, après ça va être des deux côtés. Enfin, arrive un moment où la maladie devient vraiment handicapante. La personne a de plus en plus de difficultés à marcher, et donc elle va se retrouver en fauteuil avec des problèmes de déglutition. Il faudra éviter les fausses routes. Il y a franchement des exercices à faire pour ça. J'adorerais faire un atelier avec des personnes pour leur montrer tout ce que l'on peut faire justement pour éviter tout ça, quoi. Et puis enfin, en fin de vie, la personne va aller de la chaise au lit. Et puis c'est une fin de vie qui est difficile, mais ce n'est pas la maladie de Parkinson qui va tuer la personne. Ça va être une fausse route, ça va être des problèmes respiratoires. Mais donc il y a des phases, mais on va peut-être pas aller jusqu'à une phase de handicap très très profond. Je connais quelqu'un de ma famille. Je l'avais vu en pleine forme. Et puis je l'ai vu diminuer un peu. Puis des années plus tard, je le vois en fauteuil. Je dis comment ça va ? Et puis il parle tout bas, il chuchotait. Et puis pardon, je vais dire putain, mais il a dit putain de maladie.
Et puis, il pouvait pas aller dire plus, et parce qu'il avait toute sa tête à ce moment-là. Il avait toute sa tête. Et donc, c'est pas comme la maladie d'Alzheimer où on perd un petit peu à la fois son père, sa mère, on devient le père ou la mère de son propre parent, quoi. On devient. Et dans la maladie de Parkinson, la personne peut vraiment être consciente très, très, très longtemps, même presque tout le temps. Il peut y avoir des petits problèmes, alors on va dire des problèmes cognitifs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il peut y avoir des petits problèmes de mémoire ou de langage. Je vais encore une fois donner un exemple de mon père. Mon père, je lui faisais ses courses le samedi après-midi. Bon, j'avais une liste, c'était toujours la même chose, du pain, du fromage, des trucs. Et puis là, je dis, je lui listais, et je dis, c'est tout. Il fait, non, du lapin. Alors je me dis, du lapin ? Mais honnêtement, Khadija, la seule fois où on a mangé du lapin à la maison, c'est parce que j'en avais gagné un à la kermesse de l'école. Je l'avais grassement nourri en allant chercher des pissenlits de là où je pouvais. Et un beau jour, j'ai plus trouvé mon lapin et il était dans mon assiette. Et j'ai tellement pleuré, si tu veux. C'était mon grand-père qui l'avait zigouillé. J'ai tellement pleuré, il n'y a jamais plus eu de lapin. Et là, mon père me dit, du lapin. Il était en foyer logement, je me dis, du lapin, du lapin. Alors je me dis, mais d'accord, si tu veux, je vais t'acheter du lapin, ou si tu veux, j'irai demander à la cuisine du foyer s'ils peuvent te faire du lapin. Et puis il s'énerve, il tape sur son fauteuil, du lapin. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Et puis il faisait, non, du lapin. Et donc je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et donc là, j'ouvre la porte du frigo pour me donner une contenance et réfléchir. Et sur le frigo, je vois un rouleau de sopalin. Et là, le déclic, je dis, ça ? Il fait, oui. C'est du sopalin qu'il voulait dire. Du sopalin. Et il était dans l'impossibilité de le dire. Et donc là, j'ai pu dire, ça c'est du sopalin. Il fait, oui. Je dis, mais tu t'entends dire lapin ? Alors il dit oui. Ah, tu vois, donc il est vraiment conscient en fait. Oui. Donc ça rajoute encore plus à la frustration et à l'anxiété. À l'anxiété, oui. Donc on a abordé les différentes phases. Tu m'as parlé des petits types qu'on peut mettre en place, que ce soit la personne elle-même, quand elle remarque les symptômes ou les premiers symptômes, ou peut-être les personnes aussi qui sont autour, les aidants, dont on les appelle les aidants. Si tu veux bien, on peut parler des facteurs protecteurs, parce que ça c'est important. Ouais, on va, parce que je vois au pas de course. L'exercice physique, faites de l'exercice, faites de la marche, s'il vous plaît, de l'exercice. Le tabac. En fait, c'est la nicotine du tabac qui protège. La nicotine n'est pas un poison. Et il y a des hôpitaux où il y a des patchs de nicotine qu'on met au bas de la colonne vertébrale et qui font merveille. D'accord. Les vitamines, etc. Et puis, manger sainement, pas de conserve, pas de charcuterie, de la nourriture, du jardin ou des légumes frais, etc. Mais pas des conserves, de la charcuterie. Alors, écoute, on va aborder la question des petits types, si tu veux bien. Les réhausseurs de toilette. On parlait de la constipation. Les réhausseurs de toilette, ou alors les marchepieds. Les marchepieds de telle sorte que lorsque l'on va aux toilettes, on se retrouve comme si on faisait dans la nature, tu sais, accroupi, le dos contre un arbre. Oui. C'est ça. C'est apparemment la meilleure position. C'est la meilleure, la plus naturelle. Et donc, ça se vend, les petits tabourets Ikea, les trucs qu'on achète pour que le gamin il se lavait les mains, tu sais. Il y a ça. Il y a des verres avec une petite découpe. Tu imagines, tu as un gobelet et tu vas faire une découpe et la découpe, tu vas la mettre de l'autre côté de là où tu bois. Donc tu bois. Comme ça t'évite de ne pas pencher la tête en arrière parce que la découpe, elle va rentrer dans ton nez. Et donc, ça évite les fausses routes. Ils existent, ce genre de gobelet-là. Ils existent, tout à fait. Tu vas en pharmacie, en parapharmacie, tu demandes un verre adapté. Il faut s'hydrater, et puis évidemment rassurer la personne, et puis
il faut consulter. Il faut aller chez le kiné plusieurs fois par semaine, nager, faire du vélo, le vélo. Il faut voir un urologue, un gynécologue s'il le faut, un ORL pour bien, un phoniatre ou un orthophoniste pour. Je vais faire un truc, Khadija. Je vais faire. Là, je me gargarise sans eau. Et tu vois, en faisant ça, eh bien, j'entretiens des muscles qui vont être nécessaires pour ne pas faire de fausses routes. D'accord. Donc ça, la personne peut le faire à qu'elle n'importe fasse quel... le cri du lion, l'ours dans son jardin. Tant qu'elle travaille cette partie-là. Okay. Il y a plein de petites vidéos sur YouTube. Bon, évidemment, faut avoir Internet qui montrent comment faire pour conserver la voix, tu sais. Puis très fort, le plus longtemps possible. Allez voir un dentiste parce qu'il faut garder ça, une bonne dentition pour bien mâcher. Et puis, encore une fois, l'hygiène buccale parce que toutes ces bactéries, elles vont se loger, elles vont sauver. Allez voir un pneumologue, un radiologue. Donc, kiné, ergo, pédicure, orthophoniste, podologue, diététicien, toutes ces personnes-là vont vous aider vont aider à rester en pleine forme. C'est vraiment une prise en charge globale, en fait. C'est pas, tout à quand fait. on veut traiter le problème à la racine, il faut le prendre vraiment dans sa globalité. Donc il y a tout. La gym douce, le côté physique, le côté alimentaire, le côté psychologique. Faire de la danse, du tango, de la boxe, des jeux de balles, etc. Et puis un exercice, moi j'avais un atelier qui s'appelait « Venez tirer la langue à la psychologue à 10h tous les jeudis ». Et en fait, en faisant des gestes comme tirer la langue, essayer de toucher le bout du nez avec la langue, le bas, pousser la joue à droite, à gauche, faire tourner la langue à l'intérieur. Parce qu'on ne se rend pas compte que quand on mâche, la langue, elle n'arrête pas de bouger. Moi, je pensais qu'on la bougeait 7 ou 8 fois avant d'avaler, mais non, une trentaine de fois. Après, on n'en a pas conscience. On n'en a absolument pas conscience. Mais il faut que cette langue, elle reste mobile. Et donc, tirer la langue et faire Et donc, quand j'ai un cousin au téléphone, je lui dis « T'as fait tes exercices avec ta langue ?» Et tout ça, il fait « Oh, je me roule des pelles tout seul !» Donc, il faut faire ces exercices-là, ces exercices. Et puis, encore une fois, c'est le sport, c'est le mouvement qui est le plus important. Le mouvement par l'effort, exagérer la marche, exagérer le mouvement des bras. Qu'est-ce que je peux dire ? Les aidants, les gens qui vivent avec quelqu'un qui a la maladie de Parkinson. On sait que quand on a des maladies comme ces longues maladies, cancer, Alzheimer, etc., on sait que c'est toute la famille qui souffre. Et ces personnes-là, il faut qu'elles se fassent aider, qu'elles prennent du temps de répit. Il y a des structures comme Bulle d'air qui viennent chez vous pour pouvoir aller au ciné, aller faire des courses, se sortir un petit peu du cadre du quotidien de la maladie. Il y a la maison des aidants à Roubaix, près de la gare. Allez-y, il y a des psychologues, il y a la directrice, Madame Meurot, qui est adorable et qui va être aussi au parc Barbieux samedi après-midi. Il y a la maison des aidants qui va vous orienter vers des structures. Et puis il faudra peut-être envisager peut-être pas tout de suite, mais un EHPAD, un placement. Il y a des EHPAD qui sont franchement au top. Il y a des soignants qui sont incroyable. Faut pas. Il y a eu des émissions, il y a eu des livres qui ont jeté la pierre à certaines institutions, mais je peux te dire qu'il y a franchement des bons EHPAD, bien sûr. Il y a du bon partout. Il faut y penser. Donc les ergos. Et puis il y a des exercices qu'on peut faire à la maison, écrire très large, se forcer à écrire large, se forcer à faire des mouvements, de la marche, du vélo d'appartement. Le vélo d'appartement, on a remarqué, accroche-toi bien, que pédaler de manière active,
mais aussi passive. C'est-à-dire, tu es sur un vélo, chez un kiné, et il y a un moteur électrique. D'accord. Donc juste, il y a tes pieds qui sont dans les pédales. Et on pédale pour toi. Mais si on pédale à 90 tours par minute pendant minimum 20 minutes, il y a récupération de la marche. Ah ouais. Je ne veux pas dire que la personne va faire un 100 mètres, etc. Mais ça aide. Mais on va vraiment voir, alors là il y a des vidéos absolument incroyables, on va voir que la personne, donc ça ce sont des études, hein, c'est pas lu dans Marie Claire ou Cosmo ou autre, ce sont vraiment des faits scientifiques, que la personne peut récupérer de la marche. D'accord. Arlette, tu parlais d'un événement ce samedi. Alors, au Parc Barbieux, c'est ton association qui l'organise. Présente-le-nous brièvement. Alors, au Parc Barbieux, place des Marronniers, c'est-à-dire au milieu du Parc Barbieux, là où il y a le marchand de glace, etc. Il va y avoir un petit village sport-santé pendant la première journée des 28 heures de Roubaix à la marche. Venez encourager les marcheurs, ces gens-là vont marcher pendant 28 heures, ce sont de vrais athlètes. Et donc il va y avoir un petit village sport-santé où vous allez voir des associations comme la mienne, comme la démence frontotemporale, etc. Roubaix Alzheimer, malheureusement, ne sera pas présente. Mais il va y avoir des représentants d'EHPAD. Il va y avoir l'ESPREV, qui est une association qui chapeaute, qui est basée au centre hospitalier de Ouescal, qui chapeaute 40 EHPAD, qui va venir avec du matériel pour apprendre à faire du yoga sur chaise, de la danse sur chaise. Il va y avoir démonstration de marche nordique. Vous allez pouvoir venir tester votre audition. Il y a un monsieur de Croix Audition avec son ordinateur qui va vous dire quel âge ont vos oreilles, parce que c'est important aussi de bien entendre. J'ai pas toutes les associations en tête, mais en tout cas, ce sont des gens des bénévoles qui vont passer leur samedi à donner des conseils, vous aurez de la doc, etc. Mais venez au moins nous faire un petit coucou, ça nous fera plaisir. Donc ce samedi à partir 20 septembre, de 10h à 18h, 17-18h, à la place des Marronniers. Venez, il faut y aller, il faut aller chercher l'information là où elle est, et il y aura Arlette qui pourra vous accueillir dans son stand, à son stand, et qui pourra continuer cette conversation avec vous. Très volontiers. Donc ça, c'est ce qui va se passer ce samedi. Est-ce que tu as d'autres informations sur ton association, des événements à venir Encore une fois, nous faisons cette permanence tous les troisièmes. Nous venons là où on nous demande d'aller. Là où on nous demande d'aller, ça peut être, si tu veux, tu connais des gens qui sont intéressés, on peut venir en parler. Encore une fois, c'est gratuit. Un petit thé, ça fera l'affaire. Et puis, on va informer, et puis on va au-delà de la maladie à cœur de Lévy, puisque c'est tellement confondu avec, tu vois, par exemple, la maladie d'Alzheimer, il y avait des médicaments qu'on appelait des anti-alzheimeriens, etc., antidémentiels, qui sont inefficaces. Donc, ils ont été déremboursés. Sauf que il y en a 2 qui sont très efficaces dans la maladie à cœur de Lévy, mais ils sont plus remboursés. Donc notre association, elle milite auprès du ministère de la Santé pour que de nouveau ces médicaments soient remboursés. D'accord. Alors donc je rappelle, tu fais une permanence donc chaque 3e lundi du mois de 14h à 17h à la Maison des Associations de Roubaix. Oui. Je peux peut-être dire ton numéro de téléphone, il est là. Vas-y. Le 06 62 63 34 97 06 62 63 34 97 de ma part, voilà, vous appelez de ma part, de la part de Khadija de Chibani. Écoute, merci beaucoup Arlette, il y a tellement de choses à dire. Je repense à tout ce que j'aurais dû dire. Écoute, on se fera un plaisir de t'accueillir à nouveau dans les ondes de Pastel. J'ai trouvé ça très très passionnant et c'est impressionnant comment l'information peut complètement changer la donne en fait dans la vie des personnes et dans la vie des malades. On est à la pointe à la Lille, on est à la pointe. Ouais, tout à fait. Il y a le professeur De Vos qui a vu que dans la maladie de Parkinson, il y a une surcharge de fer. Et donc, il y a un médicament qui enlève cette surcharge de fer. Mais elle n'est pas encore commercialisée. D'accord. Mais bon, il y a tellement de choses. Il faut garder l'espoir. Merci beaucoup Arlette. Je rappelle donc que la coopérative Chibani se situe à la Maison des Associations de Roubaix, qu'on organise entre autres des permanences
sociale les lundis après-midi sur rendez-vous de 14h à 16h. Donc pour vous, toutes vos démarches administratives. Un petit mot de la fin? Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir, Khadija. Le plaisir est partagé. Arlette, merci beaucoup à Farouk qui est à la technique. Merci à Pastel FM. Merci à la Fondation pour le logement des défavorisés pour leur soutien. Et je vous dis très bientôt. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur un nouveau thème. Et Arlette reviendra nous voir en 2026 parce qu'il y a encore des choses à dire. Merci beaucoup pour votre écoute et une très très bonne journée. Au revoir. Au revoir.